On est live? Ouais. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Tire-Fesses. On attend un peu que tout le monde arrive. Et vous allez voir qu'on a un guest, le GOAT du podcast français. Ouais, un petit peu. Si les potes peuvent pas abuser, on est mort. Alors, bienvenue pour ce nouveau webinaire où on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde en ce moment, depuis quelques années, qui est le podcast. Et pour échanger sur ce sujet, on en fait un peu chez Tire-Fesses, mais on n'est pas expert, on est beaucoup plus expert des réseaux sociaux et de la diffusion de ce type de format. Alors j'ai fait appel à François, qui est donc un spécialiste du podcast, fondateur de Serial Entrepreneur. Depuis quand, c'est quoi, 2016 2017. Donc un des premiers à avoir lancé le podcast en France. Et aujourd'hui cofondateur de Tête de Tigre. Il présentera après sa boîte. Et donc moi, cofondateur de Tire-Fesses. Et je m'occupe principalement de la brique stratégique pour les marques chez Tire-Fesses. Tu veux que je parle un peu de Tête de Tigre ? Ouais, vas-y, ou tu peux avoir la slide peut-être. Vas-y. Hop, vas-y, passe où je présente Tire-Fesses. Présente Tire-Fesses. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Tire-Fesses, donc Tire-Fesses, on est une agence social media spécialisée dans l'univers de la food. Aujourd'hui, on a un peu plus de 40 collaborateurs. Ça va des fonctions stratégiques aux fonctions de création de contenu, en passant par le trafic. Voilà, on a tout internalisé pour réussir à répondre aux besoins des entreprises avec vraiment un gros enjeu sur la strat et sur des strates médias. On verra après, on en reparlera avec François, mais vraiment un prisme chez Tire-Fesses, et d'où aussi l'échange sur ce webinaire. Comment on crée une marque qui n'est pas uniquement orientée autour du produit et qui intéresse vraiment les gens. Donc ça, c'est un de nos gros enjeux chez Tire-Fesses. Et du coup, Tête de Tigre, c'est une agence créative de podcast audio et vidéo qui a été créée il y a 2 ans. On est vraiment spécialisé dans les podcasts. On accompagne plus d'une trentaine d'entreprises, de marques, d'entrepreneurs à créer et à développer leurs podcasts en audio et en vidéo, avec un accompagnement global, aussi bien sur la partie stratégique que technique, que aussi en termes de communication, mais aussi en termes de monétisation. Et du coup, il y a une de nos productions l'année dernière qui a été sélectionnée coup de cœur de l'année par Apple en France. Comparé à d'habitude, chez Tire-Fesses, on va un peu moins parler, donc c'est aussi François qui va un peu plus prendre la parole. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions. J'en ferai autant si j'ai des questions sur le format. Et l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de se dire pourquoi lancer aujourd'hui un podcast et comment gérer sa diffusion grâce aux réseaux sociaux. Je te laisse la parole. Du coup, on va démarrer par justement quel est l'intérêt du podcast, avant de voir comment on peut l'intégrer dans une stratégie social media. L'idée, c'est vraiment de se dire c'est quoi l'intérêt du podcast versus les autres formats traditionnels. Et donc la première chose, et vraiment ce qui a fait que le podcast a explosé, que ce soit aux États-Unis ou en France ces dernières années, c'est vraiment l'usage. L'intérêt premier, c'est l'usage. L'usage, c'est quoi ? C'est le fait que les gens, quand ils écoutent des podcasts, généralement, ils font autre chose en même temps. Là, c'est une étude qui est sortie fin d'année dernière sur les Français et le podcast natif, réalisée par le CSA et Havas. Et 82% des auditeurs disent qu'il leur arrive de faire autre chose en même temps, ne serait-ce de temps en temps, finalement, en écoutant des podcasts. Donc après, dans les actions, on a effectivement faire du sport, cuisiner, se promener, s'endormir, naviguer sur Internet. Donc vraiment, ce premier intérêt, c'est l'usage qui le différencie des autres formats comme la vidéo, où on est obligé de rester concentré, entre guillemets, sur le contenu, versus le podcast. Et cet usage-là fait aussi qu'on passe du temps. C'est-à-dire qu'on est en train de cuisiner, on n'est pas uniquement sur les réseaux sociaux en train de scroller de façon active. Il y a un côté un peu passif sur lequel on passe du temps aussi sur ce format, et c'est ça aussi le gros intérêt qui est vraiment lié à cet usage. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de podcasts qui sont sur des formats longs, 60, 90 minutes, voire 2 heures parfois. Il y a des 2-3 heures là. Exactement. Mais je me surprends à les écouter. Alors des fois tu les splits en plusieurs fois, mais quand ils sont intéressants, on passe du temps. Je pense que c'est ça aussi qui a fait exploser le format long sur YouTube par la suite. Mais on pourra en parler après. Clairement. C'est un format qui séduit car il est intimiste, immersif et fidélisant. Là, on voit un peu les raisons pour lesquelles les gens écoutent des podcasts. Donc on offre des moments de douceur, atténue les stress du quotidien, permet la déconnexion, puisque effectivement on peut lancer un podcast, poser son tel ou son ordi et ensuite faire autre chose. Permet de ralentir, de prendre le temps, c'est un moyen de s'ouvrir aux autres, c'est un moyen de changer les choses, c'est un moyen de se recentrer sur soi-même, ça adoucit la dureté et la violence du réel, surtout dans le contexte actuel, et c'est un moyen aussi potentiellement de lutter, de faire la révolution. Alors,
Ça, c'est la raison un peu chelou du classement, mais... On fera la révolution une prochaine fois, mais ce que je trouve hyper intéressant dans ces datas-là, c'est ce côté presque ASMR du podcast, c'est-à-dire tous ces éléments en douceur ou autre, c'est-à-dire, moi j'écoute ça souvent le soir, et j'écoute souvent la même personne, je peux pas dire son nom sinon ça crée trop de débats, il vit à Dubaï en ce moment, et en gros, la répétition, en fait, t'as presque ce truc d'intimiste et d'écouter la personne, et c'est assez relaxant, et je pense qu'il y a aussi ce côté un peu ASMR qu'on peut avoir avec le podcast, et ces voix aussi qui, si c'est bien enregistré, sont plutôt agréables. Surtout sur le format conversationnel où effectivement tu as vraiment l'impression quand tu écoutes un podcast conversationnel d'être avec les gens qui sont en train de discuter, et ça c'est hyper fort, et c'est ce qui fait je pense le succès des podcasts aujourd'hui. Clairement. Alors évidemment c'est un format qui a explosé avec le Covid, notamment en France, parce qu'on voit qu'il est passé de 22% à 29% en total d'auditeurs, et il continue de grandir. C'est un format qui plaît de plus en plus, et ça typiquement c'est pas par hasard, puisque ça s'est démocratisé notamment grâce aux créateurs de contenu. Je pense à Lena Situation avec Canapé 6 places, la table ovale avec McFly et Carlito, un bon moment avec Yann Kojandi notamment, et d'autres créateurs, Hugo Décrypte aussi forcément pour les actus du jour, qui est un des podcasts les plus écoutés en France, toutes catégories confondues. Donc vraiment, ces créateurs de contenu ne sont pas arrivés par hasard sur les plateformes de podcast. Pour la grande majorité, ils ont été financés par les plateformes, notamment Spotify, avec l'objectif de démocratiser ce format. Donc c'est vraiment ça qui a fait que le podcast continue de grandir en France. C'est si les créateurs de contenu que vous suivez aujourd'hui sur YouTube, sur Instagram, lancent un podcast, bah vous allez aussi les suivre sur les plateformes de podcast. Et c'est ça qui va faire que vous allez découvrir et apprécier ce format potentiellement. Et aller écouter d'autres podcasts. C'est quoi les podcasts les plus écoutés aujourd'hui en France ? Je pense clairement que Hugo Décrypte, on est dans le top 2 ou top 3 France. Okay. Canapé 6 places aussi. C'est une des plus belles réussites aussi de Spotify, parce qu'ils ont fait c'est la plus grosse réussite de Spotify, clairement. Ils ont eu des flops, on va pas balancer de nom, mais ils ont eu des flops, beaucoup de flops même. Mais effectivement, Lena Situation, c'est une valeur sûre, et Canapé 6 places, ça a été un énorme succès. Mais je pense que Hugo Décrypte doit s'approcher du top 1, je pense. Et après, il y a aussi beaucoup de podcasts de radio. Des replays de radio, France Inter, RTL, RMC, etc. Ce qui est fort avec Hugo Décrypte, c'est que c'est vraiment un format, parce que d'habitude le podcast fonctionne aussi par le guest, tu vois, Canapé 6 places, si tu reçois, voilà, les guests qu'elle reçoit, Lena sont souvent assez dingues, donc ça fait aussi la diff, et ça provoque de l'intérêt. Là c'est vraiment un vrai travail sur le format, donc c'est aussi hyper intéressant de ce point de vue, quoi. Et ce qui est hyper fort avec Hugo Décrypte, juste pour en parler rapidement, c'est qu'il a réussi à toucher une audience hyper jeune sur une thématique qui était beaucoup moins suivie par les jeunes, justement, qui est l'actualité. Et en fait, ces podcasts sont des formats très courts, c'est 4 à 5 minutes. La personne écoute le podcast, elle est au courant de toutes les actus, et c'est parti, quoi. Elle n'a pas besoin de regarder de JT, par exemple. Qui permet aussi d'éviter de tomber dans ce cliché de les jeunes sur les réseaux sociaux voient uniquement des danses, des pranks, des trucs. Non, il y a aussi beaucoup d'informations de pédagogie sur les réseaux, et c'est aussi un bon point pour les marques qu'on accompagne. Si on le fait pas de façon trop chiante et plutôt pertinente, ça peut fonctionner. Après, peut-être qu'on pourra revenir sur le nombre de podcasts chiants qui sort et qui échouent au bout de très peu de temps. Ouais, c'est clair. Ça, c'est clair que les stats des podcasts qui se lancent sont énormes, mais les podcasts qui échouent sont énormes aussi. On va pouvoir passer du coup, évidemment, à une des thématiques de ce webinaire, qui est l'opportunité pour les entreprises, ce format podcast. J'en ai noté 4. Le premier, c'est développer une posture média. On voit aujourd'hui de plus en plus de sociétés qui justement prennent cette posture média, que ce soit sur les réseaux sociaux, en vidéo notamment. Exactement. Et le podcast se rattache en fait à travers cette stratégie globale, cette posture média. Juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est nous aussi une posture qu'on a chez Tirefest pour éviter justement ce que je disais au départ, de tomber uniquement dans le produit. L'avantage, c'est quand on pense comme un média, on pense à se dire, est-ce que ce contenu aura un intérêt ? Est-ce que le titre est bon pour que les gens cliquent ? Il y a vraiment, tu vois, cet enjeu de dire, est-ce que je fais quelque chose qui intéresse les gens ? Et quand on est une marque, c'est pas toujours évident, parce on doit aller chercher son pourquoi on est là, pourquoi on a cette marque, et ce qui va construire le média. Mais en tout cas, c'est une bonne réflexion à avoir. Est-ce que, si je voyais ce post, ce podcast sur les réseaux, est-ce que j'interagirais
j'arriverai à liker ou pas ce post. Et c'est ça la vraie réflexion qu'on se pose. Et ce qu'il faut se dire, c'est que oui, on peut mettre un budget dans une stratégie RP, relations presse, relations médias, mais si on investit justement dans cette posture média, potentiellement la stratégie RP sera moins chère puisqu'on deviendra notre propre média en fait. Exactement. Et ça c'est le cas de beaucoup de sociétés. Même devenir un peu son propre influenceur. Les influenceurs ont un peu des fois aussi repris ce poste de média. Aujourd'hui, c'est assez, la limite est assez ténue entre les deux. Ensuite, c'est évidemment de prendre la parole auprès de son audience, évidemment donc c'est très relié à la suite, prouver son expertise, donc, relié à ses sujets d'expertise, relié à son business, relié aussi à potentiellement ses retours d'expérience. Et donc ça, c'est quelque chose qui évidemment plaît beaucoup quand c'est bien fait forcément, mais c'est quelque chose qui est assez important. La dernière chose, c'est de répondre à des enjeux de notoriété de marque employeur. Sur la partie notoriété, évidemment, c'est si le podcast est bien fait et que potentiellement ça fonctionne. Derrière, vous allez pouvoir créer une audience autour du podcast et c'est quelque chose du coup qui va vous apporter en notoriété. Et sur la partie marque employeur, c'est quelque chose qu'on a découvert sur l'année dernière, où en fait on avait plusieurs de nos clients qui nous disaient que lors d'entretiens de recrutement, il y avait de plus en plus de candidats qui écoutaient leur podcast pour préparer en fait l'entretien. Et du coup, ça devient un vrai outil de marque employeur pour les entreprises et les marques qui créent leur podcast. On peut faire un appel pour les marques qui veulent faire pile poil X tête de tigre. on est chaud à vous pondre une stratégie de dingue. Et juste un élément sur le troisième, prouver son expertise. C'est un peu comme écrire un livre. À partir du moment où on écrit un bouquin sur une thématique, ou on lance un podcast sur une thématique, on devient tout de suite expert. On est vu comme ça, alors même qu'on n'est pas toujours totalement expert. Je me rappelle quand tu avais lancé en 2017 Serial Entrepreneur. À l'époque, on était en coloc ensemble, on était étudiants. Et tout de suite, ça t'avait positionné comme un expert de l'entrepreneuriat. Alors au début, on était des bébés. Je ne me considérais pas comme expert. Non, mais les gens identifiaient là-dessus parce que le podcast s'appelait Serial Entrepreneur. Et donc, automatiquement, il y avait tout de suite un rapprochement qui a été fait. Donc là-dessus, c'est aussi un psychologiquement, pour agir sur vos cibles, c'est hyper fort comme mécanique. C'est vrai qu'au fil du temps, ça apporte comme un certificat de légitimité à ton expertise, à ton business, et c'est quelque chose d'hyper précieux pour l'avoir testé. C'est pas toujours évident à mesurer, c'est ça aussi qu'il faut se dire avec le podcast, mais en fait, ça a plein d'effets corollaires qui sont énormes et qu'on mesure sur le temps long. Ensuite, le podcast a une audience très qualifiée versus d'autres réseaux. On est sur une audience assez jeune. Alors, jeune, tout est relatif. 36-42 ans. C'est très jeune. Ce qui est quand même assez jeune. On est assez urbain, donc des gens qui vivent plutôt dans des centres-villes, plutôt familial, donc avec des foyers avec enfants, déjà hyper connectés, donc le podcast rajoute très naturellement à leurs usages, et déjà surconsommateurs de médias, donc que ce soit le streaming musical, les séries télé, la télé, la presse ou encore les livres. On est vraiment sur un persona hyper connecté et finalement voilà. Ouais, très, très connecté. Il y a vraiment un enjeu de se dire que c'est pour ça que ça interagit aussi dans une stratégie globale. Le podcast, c'est parce qu'en fait, on vient sur différents points toucher notre audience et réussir à créer des liens un peu différents. Et le podcast a cet élément que quasi aucun autre a. Peut-être YouTube peut l'avoir aussi sur les formats un peu longs, qu'on a vraiment l'impression de connaître la personne, l'impression de connaître la marque, et c'est ça qui est fort. Ouais, exactement. Et en fait, relié à cette audience très qualifiée, il faut se dire que potentiellement, si on a 100 auditeurs sur son podcast, s'ils sont hyper qualifiés, ils seront beaucoup plus utiles que 1000 abonnés sur Instagram, par exemple. Ouais, exactement. Mais effectivement, si on couple la totalité dans une stratégie globale, ça peut être encore plus impactant. Et surtout que les réseaux sociaux ont un vrai rôle pour driver du trafic. Et c'est parfait pour la transition pour cette slide. C'est effectivement idéal dans une stratégie globale, comme on le disait. Et évidemment, un podcast sans réseaux sociaux, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'algorithme sur les plateformes de podcast. Et donc les algorithmes, on va les chercher où ? Évidemment sur les réseaux sociaux. Et là, on voit que les gens découvrent des podcasts majoritairement via les réseaux, donc 42%. On voit YouTube, on voit Facebook. Facebook, c'est notamment avec l'intégration des Reels sur Facebook. Instagram, TikTok évidemment, X, Twitch et LinkedIn. Et ça, c'est quelque chose qui est
potentiellement sous-estimé quand des sociétés lancent des podcasts, de se dire on va publier le podcast sur les plateformes, il va faire son travail tout seul, les gens vont le découvrir, etc. La réalité, c'est que ça ne marche pas du tout et que si vous ne travaillez pas votre communication et si vous ne déployez pas une stratégie de communication claire sur vos réseaux, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, évidemment, découvrir des podcasts via les applis potentiellement, la recommandation des proches, la promo dans d'autres podcasts déjà écoutés, des médias spécialisés dans le podcast, des producteurs ou studios déjà écoutés qui communiquent sur leur production, ou encore des médias traditionnels, TV, presse, radio, qui restent quand même une valeur sûre aussi. Un élément intéressant là-dessus, sur YouTube, j'imagine que le podcast, on parle beaucoup de l'audio, mais on le voit de plus en plus en vidéo, que ça soit justement pour cette découvrabilité sur YouTube, mais aussi pour l'utilisation des formats short. C'est-à-dire que si on a envie que ça soit vu, les formats short sont quand même plus percutants, j'imagine, qu'avoir juste de l'audio. C'est quoi un peu ton avis là-dessus ? Sur le fait de le faire en vidéo, tu vois, de doubler. En fait, c'est encore une question d'algorithme, c'est-à-dire que aujourd'hui, notamment sur Instagram, mais aussi sur TikTok, évidemment, quand il y a du contenu vidéo, ça marche beaucoup plus automatiquement, tu vois, de manière complètement organique. Si derrière, tu fais une production 100% audio, du coup, derrière, tu dois faire quelque chose de très visuel, mais ce quelque chose de très visuel va forcément avoir beaucoup moins d'impact que de la vidéo. Donc c'est vraiment juste une question d'algorithme. Si demain les algorithmes se disent le contenu audio, on peut le pousser de manière ça arrivera peut-être forte, ça arrivera peut-être, effectivement, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et du coup, c'est ce qui fait que un podcast, quand il est filmé, il a beaucoup plus d'impact, et ça on l'a vu, tu vois, assez récemment sur l'une de nos productions, un podcast qui s'appelle Charlotte Stories, qu'on a lancé le 1er avril. En 48 heures, on a fait 4 millions de vues sur les réseaux, et ça on l'aurait pas eu si on avait juste publié le podcast sur les plateformes et si on l'avait fait uniquement en audio. Et donc tu arrives aussi, j'imagine, à mesurer comme il y a un vrai trafic qui arrive aussi sur les plateformes. J'imagine qu'il y a une grosse déperdition, mais bien sûr. Et au moins ça donne aussi de la visibilité, tu as quand même 4 millions de vues. Exactement. Et en fait, on se rend compte que sur ces 4 millions de vues, il y a effectivement des gens qui vont aller écouter le podcast, heureusement. Il y a des gens aussi qui vont s'abonner au podcast, ce qui est quand même une action assez forte. Parce que quand ils s'abonnent, forcément, on se dit que les épisodes d'après, ils vont aussi les recevoir. Donc ça, c'est hyper cool et c'est clairement dans la stratégie de communication d'un podcast hyper précieux. Et un élément aussi sur... Après, à toi la parole, Lorraine. Juste sur Facebook aussi, souvent, tout le monde dit Facebook est mort. On se rend compte, n'oubliez pas que dans toutes les statistiques, c'est quelque chose qu'on dit à toutes nos marques, Facebook reste quand même un gros driver de trafic. En termes d'e-commerce, ça reste encore un des gens. Donc n'oubliez pas de ne pas faire que écouter les paroles des sages qui nous disent que Facebook est mort. Ça a encore un intérêt, peut-être pas sur les 15-16 ans, mais sur d'autres typologies de génération, on a un vrai enjeu à être encore présent sur Facebook, et avec des coûts qui sont vraiment en baisse. On le voit chez Tierfest, parce que tous les annonceurs vont sur Insta, sur TikTok, délaissent un peu Facebook. Donc ça, c'est aussi une opportunité. Facebook, c'est encore ultra puissant, et tous nos parents sont sur Facebook. Exactement. Et nos parents peuvent être une cible pour des marques, des entreprises. Donc évidemment, Facebook, ça doit faire partie d'une stratégie globale. Exactement. Donc on a une question de Julien à laquelle vous avez déjà en partie répondu, mais peut-être que vous avez des éléments complémentaires. Il y a tout de même un souci d'accessibilité des podcasts via les plateformes sociales. Lien externe, bof. Création d'extraits en audiogramme, vous en pensez quoi ? Effectivement, alors l'accessibilité, c'est vraiment le fait de... c'est-à-dire t'es sur un réseau social et tu veux aller trouver des podcasts ? L'écouter, quoi. Comment tu fais, j'imagine, pour l'écouter ? Est-ce que tu vas sur un lien Ocha où tu as tes différentes plateformes ? Est-ce que YouTube est intéressant parce que dispo pour tout le monde ? C'est quoi ? Je pense que effectivement YouTube est intéressant. Après, sur les plateformes de podcast, ce qui peut être pas mal si tu veux découvrir de nouveaux podcasts, tu as les classements. T'as les classements avec des catégories prédéfinies. Donc si tu t'intéresses par exemple à la santé, l'alimentation, tu vas pouvoir aller voir les podcasts qui sont les plus écoutés en France, voire même dans le monde potentiellement. Donc généralement, ce que je recommande, si on recherche des podcasts sur des thématiques précises, avec des intérêts précis, etc., allez voir les classements sur les plateformes de podcasts, que ce soit Apple, Spotify, ou Google. Alors Google Podcast n'existe plus, ils se sont fermés là, encore Google ce mois-ci, si je dis pas de bêtises. YouTube intègre la partie podcast depuis quelques semaines sur sa plateforme, donc l'idée c'est plutôt d'aller chercher directement là-dessus. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais...
Alors Julien confirmera dans les commentaires, mais je pense que la question était aussi sur de savoir comment sur les réseaux sociaux on renvoie les gens sur le podcast, parce que l'intégration d'un lien est souvent il y a des liens où il y a les différentes plateformes en fait, et si t'es sur Deezer, si t'es sur Spotify, si t'es sur YouTube, je pense que c'est aussi un des meilleurs moyens d'offrir la possibilité aux gens d'avoir 2 clics, quoi. Il y a plusieurs choses. Il y a un lien, par exemple, Linktree, qui va en fait se placer en bio, ou directement un lien dans une story, par exemple. Linktree, c'est assez cool parce que, sans vouloir faire de publicité, quand tu mets le lien de ton podcast, il va récupérer toutes les plateformes dans lesquelles il est dispo. Et après, par exemple, si ton podcast est sur Spotify, tu peux le partager en story. Comme une musique, ce qui fait que le lien sera intégré directement en haut de ta story, en natif sur Instagram. Qui est pas si pratique que ça en cliquable. Des fois, j'aurais aimé que la vignette soit cliquable. Et ouais, j'espère qu'ils le feront évoluer. J'ai du mal à comprendre là-dessus. Mais sinon, à part ces 3 accès-là, effectivement, peut-être que demain, on pourra peut-être intégrer un flux RSS de podcast sur son profil Instagram. Ce sera peut-être encore plus pratique. Mais ouais, c'est pas si évident. C'est good. On est bon. C'est good pour la... Merci Julien. Alors du coup on arrive évidemment à la question de ce webinaire, comment l'intégrer dans votre stratégie. Comme beaucoup de projets, évidemment il faut définir le pourquoi et les objectifs avant de se lancer. L'idée c'est pas de se dire oh c'est chouette, il y a plein de podcasts qui se lancent, je vais aussi lancer le mien. C'est la tendance, j'ai envie de le faire. Voilà, c'est ça. Généralement quand on se pose cette question, ça ne va pas très loin. Du coup il faut effectivement définir le pourquoi et les objectifs, donc quelles cibles, quels objectifs, quelle vision long terme, quels sont les intérêts pour la société ou la marque pour laquelle vous travaillez. Ensuite, quand on a défini ces différentes choses, si on voit que ça a un réel intérêt, l'idée c'est de créer un concept original pour vous différencier. Donc là, il faut évidemment faire un audit du marché existant sur votre thématique, voir ce qui se fait déjà, ce qui fonctionne déjà, s'en inspirer et ensuite créer quelque chose d'assez original pour justement se différencier. Je pense que ça c'est la clé, parce qu'on voit beaucoup de podcasts où en fait l'intérêt est faible, et parce que c'est pas original, parce que le ton est pas bon, parce que voilà, faut pas oublier que quand on écoute un podcast, c'est pour kiffer un peu, quoi. Donc il faut réussir à l'anglais aussi, à l'anglais comme ça. Exactement. Et si on est sur du format long par exemple, et que c'est pas intéressant, bah en fait au bout de 3 minutes, la personne va... Et ils reviennent jamais. Donc ça c'est effectivement important de faire un bon lancement aussi. Évidemment de développer une stratégie de contenu dédiée au podcast, de faire appel évidemment à la meilleure qualité de production possible. Tête de tigre. Et d'intégrer justement ce podcast et cette stratégie de contenu dédiée dans votre stratégie globale. Vraiment Exactement, je place des mots-clés comme ça. Petit bandeau publicitaire. Exactement. Non, mais c'est clair que le podcast, il faut le voir comme un canal supplémentaire dans votre communication globale. Et donc, évidemment, quelque chose de très complémentaire à votre stratégie Instagram, votre stratégie sur TikTok, votre stratégie sur LinkedIn. C'est tout simplement un nouveau canal. Et le dernier, évidemment, pour continuer à faire grandir le podcast, c'est d'analyser ses performances et de faire grandir le format en le développant, en corrigeant peut-être des choses qui ne fonctionnent pas, en améliorant ou en boostant des choses qui fonctionnent, potentiellement même en intégrant une stratégie d'ads aussi, puisque quand on se rend compte peut-être que l'organique n'est pas suffisamment performant, on peut intégrer de l'ads pour que ce soit complémentaire aux performances. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu vois de personnes qui lancent un podcast ? C'est une super question. Franchement, je pense que la plus grande erreur, c'est de se dire que c'est un projet court terme. Si on se dit que c'est un projet court terme et qu'on va faire du buzz et que ça va cartonner dès les premiers épisodes, je pense qu'on est très mal parti. Petite désillusion, quoi. Et franchement, on l'a eu sur plusieurs cas où en fait de gens au bout du 2e, 3e épisode n'avaient pas les résultats escomptés et ont été déçus, ont eu cette déception alors qu'on les avait prévenus dès le départ en leur disant c'est pas instantané, c'est un projet long terme, c'est du travail sur plusieurs semaines, plusieurs mois, potentiellement sur plusieurs années. Donc il faut avoir cette vision, sinon on peut rapidement être déçu et se dire waouh, mon podcast il a fait 10 écoutes, j'en attendais 1000 ou 10 000. Uniquement ma famille. Et voilà, ça peut. C'est du temps long, c'est aussi pour ça que la stratégie globale doit être hyper importante. C'est ça. La stratégie de contenu, potentiellement une stratégie d'ads, si on a envie d'aller un peu plus vite, un peu plus loin. Exactement, et normalement, si on met en place tout ça, on n'aura pas ces 10 écoutes sur ce premier podcast. Exactement. Donc, ouais, je dirais que c'est ça. Ok. Petite case study. On a mixé,
Ouais, on fait vite, on est comment au niveau timing? 25, 5-10 minutes encore. Vas-y, go. Alors le premier, c'est un podcast qui s'appelle Objectif Reconversion qu'on a produit sur la fin d'année 2023. Objectif Reconversion, ça a été créé pour une marque qui s'appelle City Life, un réseau d'agences immobilières en France. Et en fait, Julien, le fondateur de l'agence, de ce réseau d'agences, à la base, il avait une problématique qui était très simple, c'était de recruter des franchisés pour son réseau d'agences immobilières. Et dans ces franchisés, il voulait recruter des gens en reconversion. Et du coup, on a justement développé un podcast qui s'appelle Objectif Reconversion, qui part à la rencontre de gens qui ont réussi cette reconversion sur des formats de 30-40 minutes. Sur leur parcours, sur quel a été le déclic pour se reconvertir et comment ils ont fait pour passer de telle thématique métier à telle autre thématique métier, très souvent des choses complètement différentes. Et en fait, typiquement, là-dessus, il y avait un call to action pour le contacter et discuter avec lui d'une potentielle reconversion. Et c'est une première saison de 20 épisodes qui a plutôt bien fonctionné et qui, du coup, a généré un certain nombre de vues et de futurs potentiellement candidats pour lui. Donc ça a été un podcast qui a bien fonctionné. Petit podcast aussi où on intègre aussi de la stratégie social media. C'est une production qu'on a fait donc pour Pavé d'Affinois, où l'objectif c'était de réaliser donc une collaboration d'influenceurs. Hein. C'est trois influenceurs, des influenceurs food, souvent qu'on entend peu, qui font beaucoup de recettes, mais on ne sait pas vraiment qui ils sont. Et on s'est dit avec Tirefest que justement l'enjeu du podcast, c'était d'être en capacité d'en apprendre un peu plus sur eux, d'être en capacité de faire quelque chose où on les attend pas forcément. Et donc c'était une campagne aussi qui a hyper bien performé. On attend la deuxième saison, j'espère bientôt. Et donc voilà, c'est aussi comment on prend aussi le contre-pied des fois un peu de ce format, peut-être aussi d'amener des créateurs de contenu, des influenceurs. Et l'objectif de ça aussi, c'était justement d'apporter de la visibilité sur un format qui était pas connu, hein, qu'on a créé pour ça. Cet exemple, donc TrainingView, c'est une société qui propose des formations pour préparer les candidats à rentrer dans les métiers de finance, de M&A, du coup un business très niché. Et pour autant, leur podcast cartonne. Il a été lancé l'année dernière. Il a tellement cartonné qu'ils en ont lancé un deuxième il y a quelques semaines. L'idée, c'est qu'on a deux formats différents. Le premier, c'est Career Insight, qui part à la rencontre de profils seniors dans la finance. Donc des profils seniors comme le directeur de Rothschild, par exemple, en France. Des bonnes relations à avoir, ça. Des profils très très high level. Et le deuxième podcast qui a été lancé récemment, qui s'appelle Choose Your Career, qui là pour le coup part à la rencontre de profils juniors. Donc effectivement de gens qui ont été dans ces problématiques de premier job en M&A, en finance. Et donc ça typiquement c'est des podcasts qui sont hebdomadaires. Et qui sont diffusés sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Et qui amènent en fait les gens à découvrir TrainingView et à s'inscrire directement sur leur plateforme. On a presque pu se dire que cette thématique aurait pu être un peu chiante d'intéresser un peu les gens alors que ça cartonne, quoi. Parce que c'est niché, il y a des gens qui travaillent en M&A ou qui veulent travailler en M&A. Et en fait il y a énormément de problématiques dans ce secteur. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de connaissances vite, voilà, exactement. Et typiquement ça cartonne dans le sens où ils font du 500, 600, 700 likes sur LinkedIn sur leurs posts. Sur Instagram, parfois on dépasse les 80-90 000 vues en full organique. Donc étonnant, mais ça cartonne. Il y a un gros enjeu aussi, je voulais en parler tout à l'heure, mais aussi sur les formats short. C'est-à-dire quand tu lances un podcast, d'être en capacité, même la personne qui fait le podcast, de réfléchir presque au format short quand elle pense les questions ou quand elle creuse un sujet. On le voit souvent quand on écoute une vidéo YouTube, de dire ça va être en short. Et ça, c'est une vraie réflexion à avoir parce que c'est aussi ces premières secondes qui vont amener les gens à regarder votre format short jusqu'au bout et après peut-être d'aller cliquer là-dessus. Donc, et ça sensibilise beaucoup les clients. Ça, effectivement, ça s'intègre dès la préparation, notamment sur la trame, de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Pour justement, de ne pas être en surface, quoi. Exactement. Ce qui est souvent le cas des podcasts, malheureusement. C'est ça, exactement. Un focus là sur un podcast qu'on a lancé pour Produits en Bretagne. Ils osent en Bretagne. L'enjeu c'était de se dire il y a des lauréats tous les ans, des produits, des innovations de l'année. Comment on fait pour les mettre en avant? Et on s'est dit que réunir les 4 lauréats cette année, puis d'être en capacité aussi de pas juste avoir un podcast où on échange sur des questions un peu banales, mais d'avoir aussi un format un peu divertissement. Ça me fait penser à Spicy Talk que François a aussi lancé. Ce sont des formats qui mixent du podcast et du divertissement
divertissement, et ça, ce sont des formats aussi qui cartonnent. Peut-être que Lorraine pourra nous mettre le lien aussi de petite pub pour François là-dessus, parce que c'est aussi hyper intéressant d'amener un côté, comme on le disait, pas chiant, un peu plus original aussi que ce qui se fait d'habitude, et donc qui peut vous permettre d'avoir une vraie différence, et puis peut-être aussi un peu plus de visibilité, quoi. Ce qu'on voit beaucoup dans les podcasts vidéo ces derniers mois, c'est un peu la YouTubisation des formats. En fait, ces formats de divertissement viennent de YouTube. Tu vois, je pense à Squeezie, McFly et Carlito, etc. Et il faut clairement s'en inspirer. Qui en font de plus en plus, hein, tu vois, McFly et Carlito, là. C'est clair que ça cartonne. Plein, c'est top. Hein. Et effectivement, là, il y a de plus en plus de podcasts qui se lancent dans ces formats-là, qui mixent du divertissement, du sérieux. Et ça peut complètement coller à votre marque également. Le dernier exemple, c'est EHL. EHL, c'est l'école hôtelière de Lausanne. C'est l'école numéro 1 dans le monde sur l'hôtellerie. Eux, on les a accompagnés sur un podcast 100% audio, où en fait, très simple, ils partent à la rencontre d'alumni qui sont passés par EHL, justement, à travers le monde. Donc, on est sur de l'enregistrement à distance. Donc, avec des étudiants qui sont aujourd'hui à New York, à Tokyo, à Marrakech, et qui parlent de leur expérience à EHL et de ce que, finalement, cette école leur a apporté. Et donc ça, typiquement, pareil, c'est un podcast qui fonctionne très bien pour eux et qui, clairement, est un outil de marque pour cette école. Un dernier débat. Vrai ou faux podcast. Un enjeu aussi, alors, est-ce que le faux podcast, alors le faux podcast, c'est on fait semblant d'avoir un extrait d'un podcast un peu plus long, c'est quelque chose qu'on fait nous pas mal chez Tirefest, là, c'est pour Magasin Vert ou Dossi chez nous. On en a aussi un peu débattu, est-ce que c'est intéressant ou non aussi des fois d'utiliser ces codes-là uniquement pour les réseaux sociaux pour faire passer un message. Nous on trouve ça intéressant, après il faut faire aussi attention à que ça soit pas un peu cringe, mal fait et que ça soit fake. Je sais pas, c'est quoi ton avis sur le faux vrai podcast? Alors effectivement, c'est un format qui a explosé l'année dernière, qu'on a vu partout. Moi, je suis pas hyper fan de ce format, même si parfois effectivement il est bien fait, et quand il est bien fait, franchement c'est top. Nous, les retombées qu'on a eues là-dessus, c'est que sur beaucoup de nos productions, sur les podcasts, les extraits de podcasts qu'on publiait, parfois dans les commentaires, t'avais des gens qui disaient faux podcast. C'est quoi ce faux podcast alors que c'était un vrai podcast. Tu vois, lui c'est faux là, lui c'est faux. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'au montage, maintenant sur les extraits, à chaque fois, on montre très rapidement les deux personnes pour montrer que c'est du vrai. Sauf que maintenant, les faux podcasts intègrent deux personnes. Ouais, c'est ce qu'on fait là. Mais maintenant, ils se filment aussi, Tom, de l'autre côté. Ce qui fait que maintenant, je pense que les gens s'en foutent, on ne voit plus trop la différence. Parce qu'avant, il y avait vraiment des gens qui étaient face à un mur, et c'était assez effectivement cringe, comme tu le disais, et ça apportait rien. Là, je trouve que c'est beaucoup mieux fait qu'avant. En fait, l'enjeu, c'est quand même d'avoir une conversation. Ouais. C'est aussi, tu vois, là, pour ça, tu vois, pour Magasin Vert, là, au milieu, où Antoine et Anastasia, tu vois, on crée vraiment une discussion ensemble et après viennent extraire des éléments. C'est juste, voilà, ça peut être un bon moyen aussi, des fois, même pour des collaborateurs ou autres, avoir des questions assez précises sur lesquelles on veut revenir. Ça peut faire des formats un peu plus short, sans avoir toute la mécanique du podcast, même si, voilà. Mais par contre, ça n'a pas non plus l'intérêt du podcast. C'est vraiment des formats short pour les réseaux sociaux. Ça n'a pas tous les intérêts qu'on a pu vous lister ou que François a pu vous lister. Exactement. Une question. Ouais. Y a-t-il un rythme, une régularité à adopter dans la diffusion des podcasts ? Je pense que le rythme, c'est vraiment déjà, dans un premier temps, celui qu'on va tenir. Donc si on part sur du mensuel, on se tient à faire du mensuel. Parce qu'à partir du moment où on annonce un rythme, l'audience potentielle en fait, va s'attendre à recevoir un épisode tous les mois, etc. Évidemment, le meilleur rythme pour performer sur le marché des podcasts, c'est de l'hebdomadaire. Oui. Pourquoi ? Parce que globalement, tous les podcasts qui cartonnent aujourd'hui sont sur de l'hebdomadaire. Alors la différence des actus du jour qui sont quotidiennes, où là effectivement on est sur un rythme un petit peu costaud. Clairement, pour nous, la meilleure reco si on veut vraiment faire grossir un podcast, c'est de l'hebdomadaire. Et ça, on l'a vu sur ces 2 années à produire des podcasts. Ceux qui étaient sur de l'hebdomadaire performaient beaucoup plus que du mensuel ou 2 par mois ou 1 par trimestre, ce qu'on ne recommande pas et ce qu'on n'a pas fait, évidemment. Ouais. À minima 1 par mois. Ouais, à minima 1 par mois, exactement. Ok. Tout le monde a Vivatech. Tout le monde a Vivatech. Exactement. C'est clair. Je sais pas si c'est bien ou pas. Je vois pas mal de stories passées sur Vivatech, j'ai jamais été. Ouais. Il y a beaucoup d'IA cette année. Ah ouais. Forcément. Est-ce qu'ils parlent du podcast ? Sûrement. C'est sûr. Avec des IA. Est-ce que demain on aura des podcasts d'IA ? Il y en a déjà. Qui se répondent ensemble. Ouais.
sera un sujet pour un prochain webinaire. Exactement. Merci François. À très vite. Ciao. Ciao.